ok. Et tu couperas alors après? Bah pour le live, non. Ah ouais. Le live, non. Donc je vous dis dès que ça part. Hein. Mais du coup, Là, c'est ton live. Ok, bonjour. Faut juste que je fasse le copier-coller. Voilà, on démarre dans 30 secondes. Plutôt une minute. Hein. Plutôt. Encore quelques secondes. Longues. Je sais pas comment ça se fait, YouTube il prend beaucoup de temps à faire le live et le direct. C'est bon, on va démarrer. Bonjour, vous êtes sur KTB Radio pour l'émission Comment ça va? Et puis voilà, on démarre, je pense que ça doit être la 11e après quelques petits moments d'interruption. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit Gaëtan MS, voilà, bonjour. bonjour de Météo France. Voilà, est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques minutes? Donc Gaëtan MS, je travaille à Météo France au centre météo des Alpes du Sud à Briançon depuis 4 ans. Mon travail au quotidien, c'est d'effectuer les prévisions météo pour les Hautes-Alpes, une grande partie des Alpes du Sud, à destination de clients, que ce soit commerciaux ou institutionnels. Également, en saison hivernale, rédiger les bulletins d'estimation du risque d'avalanche, donc à destination également des pratiquants, des institutionnels et des professionnels de toutes sortes de la montagne. Et donc ça, c'est une activité qui a lieu en saison hivernale assez élargie, donc de novembre à mai environ. Et puis j'ai une troisième casquette dans le sens où je suis également assez, pas spécialiste parce que c'est un bien grand mot, mais intéressé par tout ce qui est bien sûr changement climatique et les conséquences dans un territoire de montagne des Hautes-Alpes. Donc en tant qu'ingénieur Météo France, je suis également amené à intervenir dans cette thématique-là. Et voilà, ça va être notre sujet aujourd'hui. Donc comme vous le savez, l'émission Comment ça va, elle vient de plein d'auditions citoyennes qu'on a fait sur le territoire. On en a retranscrit plus ou moins 1000 verbatim, on a fait 3000 auditions, essentiellement sur le territoire du Bouèche. Maintenant, on est sur le Gap Pensée, on va continuer dans d'autres secteurs. Et c'est vrai qu'une des questions qui vient souvent, c'est comment ça va? Soit j'ai plus d'eau, soit des agriculteurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le futur, soit quel climat, est-ce qu'on va pouvoir travailler en station, quel sera l'avenir climatique d'ici? Et c'est quelque chose qui interroge énormément de hauts alpins. C'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, et donc de là vient qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça. Et ça, c'est effectivement, ça va pas être ton diagnostic, mais d'abord, qu'est-ce qu'il en est réellement? Quels sont les différents scénarios? Que va devenir nos territoires de montagne? Donc donc nous effectivement, on a d'abord fait des auditions sur le Bouèche, un peu sur l'Avance, la Basse Durance, le Gap Pensée.
Et puis après ça, il y a un autre territoire qui a encore plus de montagnes, l'Embrunet, le Dévoluy, le Guillestroy, le Briançonnais, le Champsaur, Valgodemar, là où on a fait quand même quelques auditions. Mais voilà, quels sont le devenir? Quels sont les scénarios majoritaires? Voilà, quels sont les différents profils? Quelles sont les évolutions possibles du climat? Et donc ça répondrait vraiment à la question comment ça va des gens, puisqu'ils se disent quel est le temps pour demain? Alors déjà aujourd'hui, parce que je vais introduire par ça, hier il a fait 19,2 degrés à Laragne. On est un 24 janvier, je pense. 25 hein. aujourd'hui. 25 aujourd'hui, 24 hier quand on a eu les températures. Est-ce que c'est normal de dépasser 18 quand même sur toute une partie du Serrois, du Laragnier et de ce qu'on appelle la Méouge, et je veux dire la basse vallée de la Méouge et puis les secteurs du Rosanais certainement où les températures ont été aussi de cet ordre-là. Tallard aussi qu'il a fait 19,1 tu me disais, donc voilà. Et donc est-ce que c'est quelque chose de normal, habituel? Alors je sais que ça c'est plutôt météorologique, c'est pas climatologique, mais on peut démarrer par ça. Ouais, ben aujourd'hui, on devrait à nouveau approcher ces valeurs. Pas loin des 20 degrés, ce qui est vraiment une barre qui est assez rarement atteinte en plein hiver. Donc, c'est pas quelque chose de totalement inédit, puisque les records sont autour de 20-21 degrés pour un mois de janvier. Mais effectivement, c'est pas du tout normal pour un mois de janvier où on s'attendrait plus à presque avoir de la neige au sol en plein mois de janvier, même à relativement basse altitude dans les Hautes-Alpes. Et c'est quelque chose dont on observe l'absence en venant de Briançon. Déjà, il n'y a pas beaucoup de neige là-bas, et dès qu'on descend dans la vallée de la Durance, il n'y a plus de neige en vallée, et ça c'est quelque chose qui sera amené à se répéter dans les années futures. Oui, parce que le record date de 2015, tu me disais, voilà. Ici sur le sud. C'est pas des températures qu'on avait dans les années 70 ou c'était plutôt 18 les records? Il y avait un peu moins de stations. Après, les records de douceur en plein hiver, c'était plutôt de l'ordre de 17-18 degrés. Et surtout, ils n'étaient pas atteints tous les 2-3 ans, voire tous les ans quasiment comme maintenant. Et donc on y vient maintenant sur le cœur du sujet. Comment ça va le climat et comment ça va aller surtout dans le futur? Quels sont les scénarios? On peut prendre un territoire après l'autre comme tu préfères? Oui, on peut faire parfait. ça. Ouais. Alors on va peut-être aller, ici on est à Serres, donc voilà, le Serrois, le Rosanais, je veux dire voilà, le Laragnier, voilà, la région de Tallard, voilà, c'est quoi le climat futur, l'hiver, l'été? Alors déjà, les gens l'observent, je pense, le climat change, est en train de changer et va continuer de changer. C'est important de rappeler que le moteur de ce changement climatique, c'est les activités humaines qui envoient des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui ont un pouvoir qui réchauffe le climat. Après, donc dans le secteur du Serrois, Rosanais, Tallard, ce qu'on appelle les basses vallées des Hautes-Alpes, on a déjà et on va continuer à avoir une tendance un peu à la méditerranisation du climat, c'est-à-dire des étés de plus en plus secs, chauds et longs, et des hivers de moins en moins neigeux. Alors, il y aura toujours des hivers avec de la neige au sol, des épisodes neigeux parfois conséquents. Mais ce qu'on observait dans le climat passé, c'est-à-dire souvent un enneigement continu dans les Hautes-Alpes des 900 mètres, 1000 mètres d'altitude, tu en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va peu à peu disparaître, en tout cas se raréfier. Et donc, dans un climat futur, on va retrouver le climat qu'on a actuellement, par exemple, du côté de Manosque ou Sisteron, donc à 400 ou 500 mètres d'altitude. En fait, avec l'augmentation des températures, on a une augmentation de la limite pluie-neige l'hiver et l'altitude où la neige tient au sol une grande partie de l'hiver. Et puis, les étés sont de plus en plus chauds et secs, et on va également avoir, dans le secteur du sud-ouest des Alpes, un allongement de la saison des feux de forêt et une aggravation de leur intensité potentielle avec des sols qui seront de plus en plus secs avec l'évapotranspiration qui augmente avec les températures. Alors actuellement, sur ce territoire-là, on est à combien de degrés d'augmentation par rapport aux années, je sais pas, c'est 1850, 1970? Voilà, on parle de l'époque pré-industrielle, à une époque où l'homme n'avait pas encore mis en œuvre les changements climatiques.
À l'échelle globale, c'est plus 1,2 et dans le secteur, on est autour de plus 2,5 degrés. C'est encore plus en altitude, mais on peut retenir plus de degrés. Plus de degrés ici, donc... Et alors, on pourrait aller jusqu'où et comment? Est-ce que c'est quelque chose de linéaire ou est-ce que, contrairement, c'est quelque chose du bouleversement climatique ou du réchauffement? Voilà. Alors, c'est des bouleversements climatiques qui sont pilotés par un réchauffement de l'atmosphère. Après, il n'y a pas que les températures qui sont modifiées, il y a aussi les régimes de précipitation et la couverture de l'enneigement en montagne, mais aussi à moyenne altitude. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui est exponentiel, mais en fait, c'est piloté par l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Et cette augmentation des gaz à effet de serre, elle est pas exponentielle non plus, mais elle varie pas linéairement. Donc c'est pour ça que le climat se réchauffe de plus en plus vite, parce que derrière le forçage principal, l'émission des gaz à effet de serre augmente de plus en plus vite par rapport, actuellement, par rapport au début du XXe siècle. Mais moi je vais essayer d'être de plus en plus concret, c'est-à-dire que ça pourrait aller jusque combien sur ce territoire? Tu dis qu'on est autour de 2, parce que ce qui est intéressant c'est de savoir c'est quelles adaptations après ça nous on doit faire sur la question agricole, puisque c'est toute la réflexion qu'on a quand on pose aux gens la question qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faut qu'ils aient déjà des pistes, et est-ce que l'aggravation de la sécheresse permettra encore, parce que quand on parle du climat de Manosque, est-ce que il fera pas... On est dans une région où on a peu de jours de pluie, on a pas mal de sécheresse. Est-ce que les sécheresses vont s'aggraver ou alors ça va correspondre à Manosque où ça va être pire parce que voilà, et quelle température, ou voilà, c'est pour savoir un peu en termes quels sont les différents scénarios aussi, ouais. Parce que en fait forcément quand on parle d'un réchauffement global, par exemple de plus de degrés, ça implique un réchauffement encore plus fort sur les zones continentales et encore plus en zone de montagne. Et après on peut faire la comparaison. Par exemple, le climat de serre, ce sera celui de Manosque actuellement. Mais il y a quand même des spécificités locales avec le relief, l'orientation des vallées et le régime de vent que chaque endroit est un peu particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, dans le secteur des Hautes-Alpes, on n'avait jamais observé le seuil des 40 degrés avant la canicule de 2003 et que c'est un seuil assez quand même psychologique qui tend à se répéter de plus en plus. On l'a observé encore l'été dernier en 2023. Et c'est dans un climat futur qu'on parle de plus 2,5 degrés, la fréquence d'occurrence de ce seuil va également augmenter. Et puis on va aussi avoir de plus en plus de ce qu'on appelle nous les nuits tropicales, c'est-à-dire que la nuit, la température ne descend pas en dessous de 20 degrés en été quand il fait extrêmement chaud et sec. Et c'est quelque chose qui était inexistant, qui n'existait pas avant et qui émerge avec le réchauffement du climat. Dans les bases voilà, ça existait par exemple autour de la Méditerranée, dans les agglos de Aix, Marseille l'été où il fait chaud. Et c'est quelque chose qui remonte peu à peu en altitude et c'est quelque chose dont on ne va pas y échapper. Okay. Est-ce qu'on passe déjà à la deuxième partie du territoire, ou il y avait encore des choses à dire sur cette première partie du territoire en termes de... En termes de phénomènes météo, je pense que le plus important, c'est effectivement l'intensification des sécheresses en été à cause des températures plus fortes qui induisent un stress plus fort sur la végétation. Et puis le risque induit d'allongement de la saison de feux de forêt. Après, on sait que les feux de forêt, il y a un facteur météo, mais il y a aussi un facteur humain, puisque la quasi-totalité des incendies de forêt sont d'origine humaine, qu'ils soient accidentels ou volontaires. Ok. Donc on a vu l'essentiel sur le territoire. On peut se faire une petite pause musicale avant de passer à la deuxième partie du territoire. Et je vous propose de mettre Gauvin Cers, il n'y a plus de saison. Et on se retrouve dans quelques minutes sur KTB Radio. Vous êtes sur l'émission Comment ça va ? C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien,
On se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y a plus de saison. Y a plus de saison. Y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison. Y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Y a pas urgence de toute façon. Les océans vous le diront. Y a plus de saison, y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On regarde nos mômes jouer aux billes dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y a plus de saison, y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Y a plus de saison, y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saison, y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Vous êtes bien sur KTB Radio et vous êtes sur l'émission Comment ça va, et on continue sur la question comment ça va notre climat. On est avec Gaëtan MS de Météo France. On a fait une première partie sur l'évolution du climat plutôt dans les vallées du sud du département. Maintenant, on va migrer vers les hautes vallées alpines. On va aller vers l'Embrunet, le Dévoluy, le Guillestroy, le Briançonnais, le Champsaur-Val-Godemar. Voilà, quelles sont les évolutions de ce climat que tu vois sur ces secteurs? Alors, sans surprise, le climat se réchauffe aussi dans ces endroits-là, mais de manière encore plus forte que dans les plus basses vallées, puisque ce qu'on observe en altitude, en haute montagne, c'est que le réchauffement est encore plus marqué. C'est de l'ordre de qu'à combien plus basse actuellement? De l'ordre de 3 à 4 degrés. Maintenant déjà 3000 mètres d'altitude par rapport à ce qu'il y avait en 1850. Alors 1850, c'est un peu à prendre avec des pincettes, puisqu'on n'avait pas évidemment de mesure à ces altitudes-là. Et puis c'est aussi la fin de la période du petit âge glaciaire, donc qui était une période un peu plus froide. Mais en tout cas, le réchauffement est encore plus rapide dans ces endroits-là, parce que quand on a un environnement qui est recouvert de glace, quand il n'y en a plus, ça se réchauffe encore plus que dans d'autres endroits où il n'y en avait pas de base. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Et donc dans ces secteurs-là de haute montagne, mais aussi dans les vallées, on a notamment des printemps et des étés qui sont de plus en plus chauds, avec notamment le printemps où il y a de moins en moins de neige parce qu'elles fond plus tôt, dès le début du printemps, voire en fin d'hiver, dans certains hivers particulièrement secs. Et donc dans ces massifs de montagne, voire de haute montagne, on a une conséquence directe de cette hausse des températures sur certains événements, notamment sur la répartition dans l'année de la ressource en eau, puisque du coup l'eau se retrouve dans les rivières plus tôt au printemps, et donc
elle est moins abondante l'été. Donc ce qu'on appelle les étiages sont plus longs. Et puis ça a des conséquences bien sûr au niveau ce qu'on appelle la cryosphère de haute montagne. C'est tous les endroits qui sont recouverts par les glaciers ou par les zones gelées en permanence. Ce qu'on appelle le pergélisol qui se réchauffe en même temps que l'atmosphère et qui induit des conséquences en premier sur les paysages de montagne qui sont soumis à des écroulements de grande ampleur et qui font parfois des victimes humaines. Alors nous, on est dans un territoire qui vit en même temps de la question du climat, c'est-à-dire qu'il y a des stations à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des stations qui ont déjà eu... Moi je vois, il y a des stations à Gap, il y a une station de ski de fond à Gap qui n'a pas encore ouvert du tout cette année. Et je pense qu'elle n'ouvrira pas, ou j'espère peut-être en février, effectivement. Mais bon, après, il y a les stations à l'Aille, etc., où ça devient difficile. Et puis, jusqu'où peut-être... je veux dire jusqu'où ça sera difficile dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des stations qui vont encore disparaître et jusqu'à quelle altitude, quelle température on pourrait avoir comme réchauffement? Ouais. Voilà. Alors il y a déjà des stations qui ont disparu. Alors souvent c'est pour des raisons plus économiques, parfois de mauvaise gestion que météorologiques. Néanmoins, une grande partie des stations qui sont à moyenne altitude sont menacées par le réchauffement du climat qui induit une hausse des températures et une diminution des chutes de neige en hiver qui sont remplacées par de la pluie. Et il y a une étude qui a montré qu'avec un réchauffement de plus 4 degrés localement dans les Alpes, donc là on ne parle pas de plus 4 degrés global, et la majorité des domaines skiables des Alpes sont menacés d'un point de vue économique, parce que pour être rentable, une station de ski, il faut qu'il y ait au moins 100 jours avec 30 cm de neige. Donc voilà, il ne suffit pas d'y avoir de la neige, mais il faut que ce soit un enneigement régulier et plutôt abondant. Donc à l'échelle de plusieurs décennies, il y aura encore de la neige, mais est-ce qu'on pourra pratiquer le ski? Cette étude a montré que pas forcément partout, et en premier lieu, les petits domaines seront menacés parce qu'ils sont trop bas et qu'il y aura plus de pluie. Après, tous les domaines, même ceux situés en altitude, même ceux situés au-dessus de ce qu'on appelle la limite de viabilité, les fameux 100 jours à 30 cm, ils auront un besoin croissant en neige artificielle, donc neige de culture, neige à canon, tout ça, pour fiabiliser leur enneigement. Et ça, après, ça pose aussi des questions plus de partage de la ressource en eau, dans un contexte où on va aussi avoir une augmentation, une intensification des sécheresses. Alors on parle qu'il faudra peut-être s'adapter à un climat mondial à 2,5 degrés, ça fait 4 degrés en France. Est-ce que nous, sur le secteur de haute montagne, ça peut être plus ? Oui, ça peut être plus, et notamment ça sera encore plus l'été. Et c'est une moyenne qui cache bien sûr des disparités, puisque plus 4 degrés, c'est en lissant par exemple sur une trentaine d'années. Ça veut dire qu'il y aura des étés où on en sera à plus 8, plus 9 degrés par rapport à ce qu'on connaissait au XXe siècle. L'été 2003, qui était un peu l'été qui avait une chance sur 1000 de se produire dans le climat pré-industriel, il était environ plus 5 degrés par rapport à cette base de température, et donc dans un climat encore plus chaud, donc plus 4 degrés par exemple, on pourra avoir ces extrêmes-là, et ça c'est des extrêmes qui sont assez inconcevables de notre point de vue, disons, avec nos références actuelles. Donc ça implique des pics de température qui pourront atteindre 50 degrés en France, alors pas forcément bien sûr en zone de montagne, mais on peut s'attendre dans les étés, au cours des étés les plus chauds de la fin du XXIe siècle. Atteindre 45 à un moment. Voilà, on a déjà atteint 41, 42 degrés, on pourra atteindre 45 degrés dans ces cas-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera atteint tous les étés. Et est-ce que, parce que ce qui est intéressant, c'est pour que les gens s'imaginent, parce que tout ça c'est des chiffres, mais est-ce que notre végétation, notre environnement est capable de s'adapter à ce genre de températures qui sont récurrentes, à des hivers sans neige, par rapport aux cultures qu'on a aujourd'hui?
par rapport à ce qu'il y a. Est-ce que, parce qu'on dit on va s'adapter, mais nous on avait toujours l'idée d'un côté on s'adapte et de l'autre côté il faut surtout atténuer quoi, le réchauffement climatique. Est-ce que c'est un vrai... Est-ce que pour toi, alors là c'est peut-être moi, je quitte la casquette du scientifique pur, mais, Oui. Mais voilà, est-ce qu'il y a, il y a un enjeu aussi à atténuer parce que... Bien sûr, la première action d'adaptation, c'est finalement l'atténuation, c'est empêcher d'arriver à un stade où on est confronté à des phénomènes inédits. Et l'adaptation en elle-même, elle a des limites, c'est-à-dire que c'est pas possible de s'adapter à des phénomènes particulièrement extrêmes. Dans certains cas, on n'a pas de solution à l'adaptation. Je prends par exemple le cas de la hausse du niveau de la mer. Et à l'échelle, pas forcément de ce siècle-là, mais du prochain, donc ça nous amène à des choses qu'on ne vivra pas nous, voilà, mais ce sera pour les générations futures. Il y a des villes qui seront déplacées et tout dépend de l'économie qui seront disons plus qu'ils sont maintenant. Et bien sûr pour ce qui est de la végétation, alors c'est pas tout à fait mon domaine de compétence, mais par exemple les arbres, ils peuvent pas se déplacer eux, donc ils peuvent coloniser des nouveaux endroits, gagner en altitude, en latitude dans les régions boréales, mais par exemple certaines espèces de feuillus comme les hêtres qui aiment bien les forêts un peu humides et fraîches, et dans un climat plus chaud ils vont probablement dépérir, et c'est déjà le cas. C'est comme les épicéas dans les massifs du Jura ou des Vosges qui sont en plus victimes ça peut être une des conséquence maladies. plus de feux de forêt aussi. Voilà, donc en fait le réchauffement va aussi augmenter la vulnérabilité de ces habitats-là, et en plus d'augmenter les phénomènes qui vont directement les menacer, comme les incendies. Alors notre département a été construit sur le plan neige du général de Gaulle, le plan parc pour notre belle nature, le plan agriculture, le plan électricité avec le barrage. Est-ce que les phénomènes d'évolution climatique peuvent affecter ce qui a été créé et ce qui a été l'essence même de notre département ? C'est-à-dire qu'en gros, 50% presque de l'économie touristique dans certains secteurs sont uniquement liés aux stations. L'eau du barrage, il faut à la fois qu'elle se remplisse et sans non plus excès, parce qu'on a vécu des inondations extrêmement fortes ici il y a quelque temps. Alors est-ce que c'est lié d'abord ça à la question du changement climatique, du bouleversement, du réchauffement ? Est-ce que c'est lié d'une manière ou d'une autre ? Comment vous vous situez en tant que scientifique ? Alors ces événements-là, il existe des études qui essayent d'attribuer des événements extrêmes au réchauffement climatique. Elles n'ont pas été menées pour ces événements bien précis, oui. Bien sûr. Mais dans tous les cas, pour partir d'un point de vue chronologique, à commencer par les sécheresses, notamment de l'été 2022, c'est un phénomène qui est symptomatique du climat qui se réchauffe avec des printemps plus chauds et dans certains cas des hivers moins enneigés en altitude, et donc un allongement de la période de sécheresse l'été, et avec bien sûr des conséquences qui varient en fonction des territoires. Et dans notre territoire touristique, été comme hiver, ça peut amener des conséquences dommageables pour l'économie. Et on l'a bien vu l'été 2022 avec le lac de Serponçon qui était 10 à 15 mètres en dessous de sa cote maximale en plein été, avec des activités touristiques réduites. Et d'un autre côté, l'automne 2023 a bien rattrapé ce déficit, puisqu'au final, l'année 2023, qui avait commencé un peu aussi en n'étant pas très humide, a fini avec des très forts excédents de pluviométrie dans tout le département des Hautes-Alpes et une partie des Alpes de Haute-Provence, avec des épisodes désastreux qui ont heureusement pas fait de victimes, mais qui relèvent un peu de l'inédit, dans la mesure où on n'avait jamais observé de telles quantités de pluie dans les secteurs les plus concernés par les intempéries, vers le Guiers 3. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant dans un climat plus chaud, avec des épisodes de pluie en plein le 30 novembre, 1er décembre, jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le climat avant,
où quand on arrivait le 30 novembre, 1er décembre, même quand il faisait doux, la pluie ne montait pas à ces altitudes-là aussi longtemps. Et après, on peut essayer de discuter du fait de est-ce que c'est l'Atlantique, en étant plus chaud, qui alimente ces perturbations, du coup, qui sont associées à des masses d'air plus chauds. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore dans l'ordre des études, et on n'a pas de réponse définitive à ce sujet. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on rentre, parce que vous êtes des scientifiques qui analysez les choses, est-ce qu'il y a une part d'incertitude dans vos résultats d'analyse ? Est-ce que, parce que il y en a pas mal qui disent parfois on est dans une ère à la fois de réchauffement global mais avec des incertitudes climatiques au niveau local. Il y a aussi, il y a des gens qui disent quelles sont les conséquences d'une diminution pour le moment de la dérive de l'Atlantique Nord. Alors est-ce que ça peut amener des éléments, mais vous comme scientifique, comment vous faites par rapport à la fois à cette part d'incertitude et comment vous la modélisez, quoi, je veux dire, où est-ce qu'elle est inexistante, et puis alors de ce cas par exemple de la question de l'Atlantique Nord, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences ou pas, voilà. Alors bien sûr, quand on est scientifique et qu'on présente des résultats, on connaît, on doit aussi présenter les incertitudes, alors pas d'un point de vue quantitatif, mais dans le discours, en adaptant les éléments de langage. Et dans le cas du réchauffement climatique, les incertitudes, elles deviennent moins d'une part de la physique de l'atmosphère que des scénarios futurs d'émissions. Et c'est vraiment ça qui conditionne la réponse de l'atmosphère, la réponse du climat au changement de forçage radiatif de l'atmosphère, c'est-à-dire le fait qu'on change sa composition chimique. Et donc et après, quand on regarde à des échelles plus fines, on a aussi des incertitudes parce que les modèles qui travaillent sur l'évolution du climat, ils sont pas encore suffisamment précis pour pouvoir dire dans tel endroit on va avoir telle augmentation de température au demi-degré près et telle augmentation de précipitation. Et dans le même temps, il y a aussi, dans des territoires aussi petits, aussi restreints géographiquement, on a, bien sûr, se surimpose la variabilité interannuelle du climat, qui parfois prend des proportions très grandes et qui varie en fonction des endroits. Il y a beaucoup plus de variabilité interannuelle en montagne, par exemple, qu'en plein milieu de l'océan. Et justement, pour évoquer l'océan Atlantique, on parle beaucoup du ralentissement, voire de l'arrêt du Gulf Stream. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gulf Stream, c'est uniquement le courant chaud qui part de la Floride et qui longe la côte américaine. Et il fait partie de ce qu'on appelle en anglais l'AMOC, c'est-à-dire la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique. Au départ, c'est cette eau chaude qui est ensuite transportée vers le nord et qui contribue en fait à équilibrer l'excès de chaleur reçu au niveau de l'équateur et pour équilibrer en fait le déficit au niveau des pôles. Donc c'est pour ça qu'on a ce courant chaud qui ensuite se répartit en plein de petits tourbillons qui vont jusqu'au nord de l'Atlantique, et à cet endroit-là, l'eau se refroidit, il y a plus d'eau douce, et donc là ça forme des eaux plus lourdes, qui plongent et qui retournent ensuite vers le sud. C'est pour ça ce qu'on appelle c'est une gyre, c'est-à-dire c'est une boucle qui passe ensuite par les courants de profonde Antarctique, etc. Donc c'est assez complexe, mais c'est quelque chose de global. Donc les scientifiques ont déjà mis en évidence qu'il y avait un ralentissement de cette circulation océanique dans les dernières décennies par rapport à ce qui a pu être déduit, par exemple, il y a un millénaire. Alors bien sûr, du temps des Vikings, on ne mesurait pas la vitesse des courants marins, mais on avait d'autres indices qui nous disaient à ce moment-là, le Gulf Stream, donc au large de la Floride, était plus fort ou plus faible, et à partir de là, on a pu reconstruire un peu une chronique de ce courant marin. Et donc les résultats, même si parfois ils ne sont pas tous d'accord entre eux, ils convergent dans le sens où l'AMOC tend à un peu diminuer.
Et ce que mettent en évidence les études scientifiques sur le climat futur, c'est que le réchauffement du climat devrait également conduire à un affaiblissement de la MOC. Alors après, c'est de l'ordre... il y a beaucoup d'incertitudes, bien sûr, dans ces résultats, parce que c'est quelque chose de très complexe, avec beaucoup d'interactions. Mais on pourrait avoir donc un affaiblissement de la MOC de l'ordre de 30 à 50% dans un climat global plus chaud de 2,5 degrés. Après, il y a certaines études qui parlent de rupture totale, c'est-à-dire que la circulation de l'Atlantique Nord s'arrêterait, et là, ça aurait des conséquences déjà très fortes sur le climat, sur la biodiversité, parce que ce courant, il ne sert pas uniquement à véhiculer des excès de chaleur, mais aussi des nutriments, etc., pour toute la faune pélagique. Et donc, il y a des études qui ont mis en évidence le fait qu'avec une rupture, donc c'est-à-dire un arrêt de cette circulation, on aurait un climat plus froid, notamment sur le nord de l'Europe, mais aussi un climat plus sec. Alors ces études n'ont pas été ensuite transposées dans des territoires aussi restreints géographiquement que chez nous, mais on peut penser que ça ferait partie d'une rétroaction du réchauffement global qui conduirait dans certains endroits à des refroidissements locaux. Mais là encore, c'est sous l'hypothèse d'une rupture de ce phénomène océanique qui est loin d'être certaine et qui, même si elle devait devenir, conduira à des conséquences globales assez catastrophiques. Ok. On peut se faire une petite pause musicale par rapport au choix de la chanson que tu as fait. Donc je propose qu'on va écouter Mickey 3D, Respire. Voilà. À tout de suite. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire.
Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Et voilà, vous êtes sur KTB Radio, vous êtes sur l'émission Comment ça va? On est avec Gaëtan MS, météorologue à Météo France. Alors c'est toi Gaëtan qui as choisi cette chanson. Oui. Et qu'est-ce que ça te dit d'abord? C'est une chanson qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Et bon, pour la petite anecdote personnelle, c'est le premier single que j'ai acheté avec mon argent de poche quand j'avais 12 ans, parce que j'en ai 32. Et j'aimais bien la mélodie, évidemment, les paroles. Et je trouve que dans le contexte de l'émission du jour et même de l'évolution du monde tel qu'on peut l'envisager, je trouve qu'elle rencontre un écho particulier, avec bien sûr un message assez noir, mais pas totalement sombre non plus, mais en tout cas assez réaliste. Et voilà. Alors, je me permets, on pourra revenir au diagnostic pur, mais et là, je quitte un peu ta casquette simplement de diagnostic, et tu peux, étant donné que tu parles aussi en lien avec Météo France, mettre ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire sur un territoire comme ici, pour un avenir économique, tant en termes d'adaptation et d'atténuation, comment on fait par rapport à ces questions du climat, pour pas être simplement... sur une note négative, qu'est-ce qu'on peut faire, et à la fois qu'est-ce qu'il faut faire à la fois pour s'adapter et à la fois pour essayer d'atténuer. Voilà. Alors malheureusement pour un territoire comme les Hautes-Alpes, je dis malheureusement, l'atténuation elle est forcément à une échelle globale, oui, puisque bien sûr on récolte les effets d'un phénomène qui est mondial, quoi. Qui est mondial, et pour lequel les Hauts-Alpins contribuent évidemment en fonction de la proportion de leur population, qui est bien sûr très faible à l'échelle mondiale. Mais donc le premier c'est l'atténuation, mais pour laquelle chacun peut faire des gestes évidemment très simples de sobriété notamment. Et moi il y a un ordre de grandeur que je trouve assez frappant, c'est que chaque kilogramme de CO2 émis dans l'atmosphère vient à terme contribue à faire fondre 15 kg de glace continentale. Donc, par exemple, les millions de tonnes qui fondent chaque année dans les glaciers des Alpes, ils sont liés aux millions de tonnes qui ont été émis dans les années précédentes par les activités humaines. Et se dire que en réduisant un peu son empreinte carbone, on parvient à entre guillemets, préserver les glaciers, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet en tout cas c'est quelque chose que je garde en tête. Alors ensuite il y a bien sûr l'adaptation qui se fait dans tous les domaines possibles. Et moi je suis pas originaire de la région des Hautes-Alpes, je vis ici depuis 4 ans désormais, donc je connais pas précisément tous les tenants et aboutissants de ce qui s'y passe. Néanmoins, avec l'avenir climatique qui est encore un peu à écrire partiellement, comme je le disais, on est obligé de s'adapter, et cette adaptation elle doit être constructive et un peu acceptée par tous. On peut plus vraiment opposer les secteurs les uns avec les autres, par exemple l'agriculture avec le tourisme en fonction des usages de l'eau. Est-ce que c'est mieux d'utiliser l'eau pour produire de la neige artificielle, ou
ou pour irriguer des cultures ou nourrir du bétail ou nous, tout simplement, puisque une grande partie, par exemple, de l'eau potable consommée à Marseille provient de Serre-Ponçon. Bref, il y a plein de questions comme ça, et je pense que le message que j'aimerais apporter, si je devais apporter un message, c'est finalement de toujours garder en tête que il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ces questions-là et qui posent des diagnostics, qui proposent des actions à mener qui ne sont pas forcément réjouissantes, mais finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est l'inaction dans ce domaine-là. Et voilà, enfin, ce qu'il faudrait retenir, c'est voilà, le coût de l'inaction est bien supérieur à toutes les actions d'adaptation qui pourront évidemment engendrer des surcoûts dans certaines catégories de la population. Est-ce que tu as des mots supplémentaires, des points d'analyse que tu n'aurais pas dit, un diagnostic que tu n'aurais pas, que par mes questions j'ai pas évoqué? N'hésite pas, c'est... Oui, moi je trouve, on parle beaucoup bien sûr du tourisme hivernal parce que ça représente une partie de plus en plus importante une partie historiquement importante des ressources économiques du territoire. Mais à très long terme, quand dans les villes, l'été sera infernal, peut-être que notre territoire sera un peu une zone de refuge climatique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont dans les prochaines décennies, puisque dans certaines parties, dans certaines villes, on aura des conditions infernales avec 50 degrés et des étés interminables. Je pense que notre territoire a beaucoup d'atouts pour proposer, en tout cas, et sera moins confronté à ces chaleurs extrêmes qu'il y a dans les villes très minérales. Et on a beaucoup d'atouts, on n'a pas uniquement des conséquences négatives du réchauffement climatique. En tout cas, on ne fait pas forcément partie des endroits où ça va devenir invivable. On aura des conséquences négatives, mais en tout cas, il y a ces conséquences-là qui peuvent être source d'opportunités. Il y a 2 ans quand même, le lac de Serre-Ponçon a été extrêmement bas, je pense qu'il y a 2 ans. L'été il y a 2 ans, ouais. L'été il y a 2 ans. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se répéter ou voilà. Oui. Ou comment on fait avec la ressource en eau sur un territoire qui découle pour nous, mais dans les 3 plans du général de Gaulle, que ce soit le neige, le barrage ou l'agriculture et la production d'électricité. Et c'était tout lié à la question en même temps du barrage, qui était un centre névralgique de sa réflexion, de la réflexion en tout cas qui a été posée dès les années 40-50, qui a été l'auteur d'un développement économique sur un territoire, quoi. Et donc est-ce qu'il y a des risques que ça se répète, parce qu'en même temps ça nourrit tout l'aval, quoi, je veux dire. Bien sûr, on a été confronté à cette sécheresse historique, mais ça restera pas un épisode isolé. Et à l'avenir, sans pouvoir dire quand exactement, ce type d'événement de sécheresse avec un niveau du lac du Serre-Ponçon particulièrement bas en été devrait se reproduire. Alors à quelle échéance, on n'en sait rien. Par contre, il faut différencier je pense le niveau du lac pour les activités touristiques l'été et le niveau du lac pour les besoins de l'agriculture plus bas, qui se confrontent un peu, mais qui n'ont pas du tout la même sensibilité. Et moi, honnêtement, je ne pense pas que, en tout cas à moyen terme, on en vienne à avoir un assèchement complet du lac de Serre-Ponçon et une rupture totale de... Mais quand on parle du tourisme et qu'on le compare à la question agricole, il y a déjà un conflit d'usage. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, le tourisme y passe, et puis après ça, entre l'électricité et l'agriculture... à la fin, ils choisiront le barrage, surtout si on les privatise. Mais ça, c'est peut-être plus ma réflexion analytique. Mais je veux dire, en tout cas, dans la gradation de ce qu'on met, l'enjeu, il est dans ce sens-là, quoi. Oui, après, ça dépend des priorités que les hommes politiques voudront mettre en avant entre l'approvisionnement énergétique, l'irrigation
le tourisme, ça c'est parfois ça se confronte à différents échelons, que ce soit national, régional ou plus local. Mais c'est tout l'intérêt de discuter bien en amont des problèmes qu'on imagine poindre dans un climat plus chaud avec des conséquences plus dures sur notre environnement immédiat. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans ton discours, c'est qu'effectivement, même s'il y a des incertitudes, il y a un contexte global mondial qui est certain. Ouais. Et entre autres, moi, ça c'est personnellement, je pense qu'il faut essayer de se mettre ensemble pour prévoir un avenir par rapport aux données scientifiques qu'on a et essayer de réfléchir ensemble parce qu'on a tout à y gagner à construire ensemble quelque chose de mieux et de viable et d'atténuer tout ce qu'on peut. Oui, et un bon exemple de tout ça, c'est, je ne l'ai pas cité, mais c'est le GIEC qui est un ensemble, un groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui travaillent ensemble à mettre à jour toutes les connaissances scientifiques pour rédiger des rapports qui expliquent qu'est-ce qu'on sait dans les sciences du climat, vers quoi on va et qu'est-ce qu'on peut faire sur plusieurs volets, sur l'atténuation et l'adaptation. Et c'est un bon exemple d'exercice collégial en commun où le résultat est de tout ce qui est agrégé par les milliers de scientifiques est bien plus riche que ce que feraient ces milliers de personnes dans leur coin séparément. Et c'est un bon exemple du bon travail en commun, quoi. Un grand merci Gaëtan MS, un grand merci à Météo France. Et on se quitte et on quitte ce live avec Baise le monde de Orelsan. Et voilà, on termine l'émission. Merci. Merci à vous. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la Fashion Week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêt. Un Indien payé 2 € par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil. Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme, le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah, où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah, pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qui ont payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher, et putain y'a un mec dans la soirée calme même, ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana.